Allez. Est-ce que j'ai besoin du micro? Ah oui, pour ça. Ah oui, le zinzin. Nous avons envoyé, Je ferme la porte. je veux bien, 800 invitations. Je vais vous demander où je suis parti. Valérie Prat, que je vous présente, a été interviewée par le journal La Montagne. Chacun d'entre vous pensera ce qu'il voudra de l'article, peut-être un peu plus du titre, mais moi qui ai souvent attelé des chevaux à la charrette, je sais ce que c'est que les rênes. Les rênes, quand on guide un cheval, il va à gauche, à droite, il va tout droit, donc ça donne une direction. Le titre de Martial de Lecluse, Quand les citoyens prennent les rênes. 12 000 exemplaires. Cédric Derrien a interviewé Valérie, vous m'autorisez à vous appeler Valérie. Ah oui. Et ça fait 5-6 000 auditeurs, je crois. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que nous sommes... nous sommes plus de 12, nous sommes 13. Vous qui êtes le père, est-ce que vous pouvez considérer que je ne vous compte pas? Si, comptez-le. Eh non, ça nous fait 13. Si, 14. On n'est pas à table. J'ai fini avec mes stupidités, ça... ce que je vous ai dit n'est pas négligeable. Gérard Blanchet va faire la vidéo qui partira à 800 exemplaires à propos de qu'est-ce que changer de cap. Qu'est-ce que c'est que ces citoyennes et citoyens qui ont décidé, en 2019, si ma mémoire est fidèle, de se regrouper, venant un peu de partout en France, et de dire nous allons, ne m'en veuillez pas, prendre les rênes de leur secteur, de ce qu'ils pensaient, etc. C'est donc ce soir, nous allons consacrer un peu de temps à... on se rassemble, mais c'est typiquement l'atelier, ça. On se rassemble, on réfléchit ensemble, et c'est nous les acteurs principaux, et nous avons des savoirs, des expériences, des idées pour changer ce monde qui, par les jours, même par les mois qui courent, va vraiment à la dérive dans tous les domaines. Mais je n'anticipe pas sur ce que vous allez faire. Vous êtes maîtresse de la soirée et vous procédez comme vous l'entendez. Ça serait plus facile pour vous, ça? Je sais pas. Peut-être. Hein. Je vérifie que ça ne fait pas de l'arsène avec l'enceinte après. Donc enchantée, moi je suis Valérie, je suis coordinatrice donc, du collectif Changer de Cap, dont on peut dire que c'est un collectif national parce qu'on est répartis un peu partout, sans avoir de bureau, sans avoir de locaux, enfin de bureaux physiques, j'entends, de locaux, etc. C'est un collectif qui travaille énormément en réseau, avec beaucoup d'autres associations, avec des collectifs citoyens dont on aura plus largement l'occasion de parler ce soir. Et c'est un collectif de réflexion, de plaidoyer, aux besoins de recours juridiques et surtout de mise en lien des gens, des groupes de personnes, etc. Ça, je vous le présenterai un peu plus tard. Je n'étais pas là au début de Changer de Cap. Moi, je suis arrivée, pour tout vous dire, en 2021, via un groupe de gilets jaunes de l'Isère. Il m'a dit « Ah, mais tu devrais aller voir Changer de Cap, c'est drôlement bien. » Et moi, je fais connaissance avec Changer de Cap à travers un forum organisé. C'était comment lutter contre la précarité. Et c'était un forum en ligne, hein, en visio. Et en réalité, les personnes invitées étaient uniquement des associations, des citoyens qui avaient pris les choses en main dans leur coin pour lutter à leurs moyens, à leurs mesures, comme ils pouvaient contre la précarité. Parmi les invités, il y avait notamment l'après-m. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'après-m à Marseille. C'est dans les quartiers nord de Marseille. C'est un long combat d'un McDo qui a voulu fermer. Ah oui. Et ce sont les salariés qui ont occupé leur McDo jusqu'à le racheter. Pendant la pandémie, à plus servir de point de solidarité.
Et maintenant, effectivement, ils fonctionnent comme, ils appellent ça un fast social food. C'est-à-dire, ils ont recréé un fast-food qui s'appelle l'après-midi. Ils font un tas de trucs à côté, hein. Ils font de la solidarité, etc. Où chacun paye selon ses moyens. Voilà, alors c'est un exemple. Moi, je suis arrivée, ça m'a enthousiasmée, à vrai dire, quand il y avait un tas d'initiatives comme ça dans ce forum. Et je suis rentrée par changer de cap comme ça, jusqu'à donc en devenir coordinatrice en 2022. Par contre, la genèse de changer de cap, personnellement, je la connaissais évidemment, je connaissais l'histoire, etc. Je ne connaissais pas toute la genèse, et je me suis permise de poser la question au président fondateur, qui est un monsieur qui s'appelle Didier Minot. Et du coup, on va commencer par l'écouter lui, si ça ne vous dérange pas. Comme ça, parce que j'ai gentiment enregistré avec son accord. Et comme ça, lui, il va pouvoir nous raconter comment est né le collectif, etc., etc. En espérant que ça fonctionne. Pas de raison, il faut que je le tienne quelque chose. Non, parce que ça va être dans l'enceinte, normalement. Je dis bien normalement. Hein. Le temps de retrouver le fichier. Puis comme ça ne me donne pas l'impression d'être toute seule, de changer de cap. Ah, il n'y a pas de connexion. Pourquoi il n'y a pas de connexion? Non, c'est mal. Ça, c'est la faute de la municipalité. Hein. Ah, bravo, mon Luçon. Ah, mais il faut payer, hein. Vous pouvez l'avoir, là. Si vous avez 200-300 balles dans la poche, c'est bon. Ah, bien, ça. Il y a la connexion. Alors, par contre... 1er décembre 2018, je suis allé sur les champs. Excusez-moi, je vais le connecter au Bluetooth quand même. C'est dur la technique. Je peux vous aider, non? Ça m'étonnerait. Ah voilà. Tu que ça marche pas. Si, ça va le faire. C'est le 1er décembre 2018. Faut peut-être augmenter le son du téléphone. Pour voir ce qu'étaient ces gilets jaunes. Qui étaient, je me méfiais, il y avait, Ça va comme ça? est-ce que c'était l'extrême droite, etc. Bon, j'ai discuté avec pas mal de groupes, au moins une dizaine, hein, et des gens très divers. Les uns qui étaient écolos, un petit entrepreneur qui s'en sortait plus, etc. Et puis j'ai vu les slogans, j'ai vu un peu tout ça. Et je suis revenu en me disant qu'il y avait des choses importantes qui se passaient. Et donc, comme j'avais quitté le collectif Changer de Cap, non, pardon, le collectif des associations citoyennes depuis 6 mois, j'étais encore en rapport avec tous les réseaux nationaux. Et donc, du coup, j'ai invité les gens il y avait les Amis de la Terre, il y avait Attaque, Gilles Sabatier, il y avait un certain nombre de gens comme ça, en disant il faudrait qu'on montre qu'il y a une convergence entre les marches pour le climat, les revendications des Gilets jaunes et puis les positions avancées par tous les mouvements. Depuis longtemps, on travaille à des propositions pour une alternative globale, etc. Et donc, essayons de montrer la convergence. Le 31 janvier, il y a eu la première assemblée des assemblées à Commercy, et il en est sorti un répertoire, enfin toute une liste de revendications. Et donc, on a fait une comparaison de ces revendications avec ce que pensait chacun des mouvements, et on a montré qu'il y avait une grande convergence. Tout de suite après, il y a eu le grand débat qui a démarré, Macron a lancé le grand débat, et on a approfondi ces propositions pour en faire un document, qui est encore sur le site, je pense d'ailleurs, hein, pour montrer quelles étaient les propositions pour une alternative d'ensemble, pour un autre monde, je ne sais plus comment on l'avait appelé. Ça a été utilisé par les mouvements tant qu'il y a eu le grand débat. Et ça a été en même temps diffusé assez largement à
toute ma liste d'adresses qui venaient en fait de changer de cap et même des fois de récits qui étaient et puis des gens que je connaissais personnellement. Donc ça a servi au débat d'idées. Hein. Mais et très vite, il y a eu 10, 20, 30, jusqu'à 70 collectifs locaux qui ont dit qu'ils étaient intéressés à échanger et qui ont participé à des échanges. Alors, on avait fait les premiers numéros de la lettre ont été faits pour travailler sur ces éléments de débat. Et en même temps, on a assez vite vu qu'il y avait des demandes de la part de ces correspondants locaux pour dire bon, c'est bien, nous on fait des groupes sur une autre constitution, une constituante et tout ça, c'est tout ce qui se baladait à cette époque-là comme idée pour un changement d'ensemble à travers des changements constitutionnels. Mais ils disent, ils m'ont dit, on ne va pas changer la Constitution tout de suite, ça ne va pas déboucher tout de suite, donc qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant? Et du coup, on a mis en avant un certain nombre d'actions qu'on connaissait parce que ça faisait longtemps qu'on était plusieurs à travailler sur cette question, sur cette collecte des expériences porteuses d'alternatives. Et on a fait connaître un certain nombre d'actions porteuses d'une autre logique, de logique de coopération, de solidarité, de démocratie participative, d'habitat partagé, de santé publique, d'expression d'une culture pour tous, etc. Et quand le grand débat a été terminé, les grands mouvements se sont éloignés. On a fait 3-4 réunions avec les représentants des mouvements nationaux, mais ils avaient d'autres chats à fouetter. Par contre, on a eu assez vite des échanges avec tous ces correspondants locaux et on a nous-mêmes changé de cap pour devenir un lieu de rencontre et d'appui, un lieu de rencontre entre des gens qui agissaient sur le terrain et un lieu ressource pour fournir des idées nouvelles et des actions nouvelles. Quand, à la fin de l'année 2019 ou 2020, 2019 je pense, se préparaient les municipales, on a axé cette collecte d'expériences sur des expériences de démocratie participative et on a participé au débat sur le municipalisme, sur ce que présentaient les anards qui disaient il suffit de faire des assemblées démocratiques dans chaque territoire local et la réunion de ces assemblées, ça va faire basculer le monde. Enfin, je suis un peu polémique, mais c'était ça l'idée. Et on se méfie de l'État et on se méfie de toute action centralisée. Et là, assez vite, on a pris contre-pied de ça en disant il faut à la fois des actions locales porteuses d'alternatives et à la fois il faut un changement de système et donc une lutte politique aux différents niveaux, c'est-à-dire au niveau régional, niveau national, européen et mondial. À l'été 2019, j'ai fait le tour des universités d'été de différents mouvements. Je suis allé au contre-sommet d'Hendaye, parce qu'il y avait à Hendaye un sommet du G7, je crois, qui s'est traduit par un contre-sommet de tous les mouvements alternatifs. Ensuite, je suis allé à Toulouse, heureusement, ce n'était pas très loin, et là, je suis allé à Castres, à l'université d'été de PEPS, et là, j'ai été très bien accueilli, j'ai eu beaucoup de contacts, et tout de suite après, je suis allé à l'université d'été de LFI, qui était à Toulouse, donc Hendaye, Castres, Toulouse, ça se faisait en bagnole, ça. Et
Et là, je suis intervenu sur toute cette action des collectifs locaux et la nécessité d'une mobilisation locale. Tout cet ensemble a créé un collectif nouveau qui se préparait à mettre en lien les différentes équipes qui se présentaient au municipal. Mais là-dessus, la crise sanitaire est arrivée, tout ça s'est effondré, mais a été annihilé par l'isolement, l'impossibilité de communiquer, etc. On a poursuivi ce travail de collecte des alternatives, des actions de terrain, en s'intéressant aux actions de solidarité, aux actions culturelles dansons encore de HK, etc. Enfin, on a collecté toutes ces choses-là pour les faire connaître dans la lettre. Et donc, après, et en même temps, on a refait un tour des propositions de changement de société parce que le confinement s'est traduit par une explosion de réflexion pour dire le monde d'après peut pas être comme le monde d'avant, ça va être très différent, on peut pas revenir à ce qu'on a vu, il y a eu trop d'erreurs, etc., etc. Donc un grand optimisme sur ce qui allait se passer après. Malheureusement, le monde d'après, c'était comme le monde d'avant, mais en pire. Hein. Donc il y a eu un grand découragement de la part des militants, et là on a décidé de se centrer sur les actions positives, en disant il faut redonner espoir aux gens, il faut qu'on soit plutôt sur le dégagement de perspectives. Ça sert à rien de multiplier les analyses à juste titre catastrophistes sur le plan écologique, politique, social, économique, etc. On a fait une première université d'été à Montceau-les-Mines, qui, pour certains, était vécue comme un regroupement des groupes de Gilets jaunes. Il y avait beaucoup de groupes de Gilets jaunes encore actifs à ce moment-là, à l'été 2020, qui cherchaient un lieu pour se retrouver. Où là, il y a eu une réflexion qui a jeté les bases de ce qu'on vit toujours actuellement. C'est-à-dire, on est un lieu ressource pour alimenter la réflexion et l'action des initiatives locales. On travaille plutôt sur le positif que sur le négatif, et on est différent. Il y a des gens qui, chez nous, sont chez les Verts, il y a des gens qui sont à LFI, il y a des gens qui refusent toute intervention de l'État, il y a des gens qui sont plutôt des syndicalistes, etc. Et on est dans la pluralité pour avoir une réflexion commune sans logique d'appareil. Bon. Et donc ça, c'est ça qui nous a animés à Montceau-les-Mines. Et puis on a répété cette orientation à chaque assemblée générale et à chaque université d'été. Et je pense qu'on s'en trouve bien. Hein. Je le remets pas, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est vraiment la jeunesse, la fondation de changer de cap, et finalement les orientations. Peut-être qu'il faut que je prenne le micro. Oui. Voilà. Oui. Pour la caméra, oui. Et finalement, les orientations qu'on a prises et qu'on tient toujours aujourd'hui, même si on a eu quelques chemins de traverse, mais on s'en reparlera. Je vais essayer de vous présenter un peu plus en détail donc les actions les actions et réflexions concernant d'une part les initiatives locales, d'autre part le travail qu'on fait. Alors on va mettre ça sous le terme général de collectif citoyen, parce que je ne vais pas répéter à chaque fois, mais ça peut être autant des collectifs citoyens, des comités de locataires, des groupes d'entraide, des syndicats d'habitants, des groupes formels, informels. En gros, tous ces groupes de personnes qui se réunissent à un moment sur leur territoire pour faire bouger les choses. Alors, soit se battre contre un projet, soit monter un projet, soit vivre mieux, soit être plus solidaire, soit tout simplement se rencontrer et partager.
Voilà, donc j'ai écrit une petite intervention, n'ayant pas l'habitude de parler en public. Si vous commencez à vous endormir, dites-le moi. Et j'essaierai de parler, de manière plus, voilà, moins formelle. Dans l'audio là qu'on vient d'écouter, Didier parle de la lettre. En gros, pour faire simple, c'est notre principal support de communication, de toutes ces initiatives, etc. C'est comme une newsletter en fait qui est envoyée à 12 000 personnes à peu près tous les mois et qui est également produite sur notre site internet. On est en train de de la faire évoluer un peu parce qu'on faisait beaucoup d'initiatives, on racontait des initiatives, mais très factuellement. C'est-à-dire, à cet endroit, il y a un jardin partagé, etc. Et on n'a pas réussi, en gros, ce qu'on ne sait pas, s'expliquer le comment. Et là, on essaie vraiment on a créé un blog pour certaines initiatives, pas toutes, donner envie en expliquant le comment. Là, un des derniers exemples que j'ai, c'est à Ribérac, en Dordogne, la seule librairie du village qui menaçait de fermer. Et les habitants se sont rassemblés pour racheter leur librairie. Voilà, en faisant une coopérative, des parts, etc. Et l'idée, c'est de se dire, comment on fait, voilà. Et ils nous ont raconté tout le processus qui a mené au rachat, à la réouverture, et maintenant à la gestion de la librairie. Ce répertoire, notre plateforme de mutualisation, elle contient environ 200 expériences aujourd'hui. Et en fait, elle demande qu'à s'enrichir, à s'actualiser, à ce qu'on ajoute des choses avec une démarche simple. Nous essayons de sélectionner les actions qui sont porteuses d'une autre logique que la logique marchande, irresponsable et consumériste, avec plusieurs objectifs. Donc, donner des pistes pour agir à des collectifs locaux ou des personnes qui veulent agir ici et maintenant, en montrant qu'il existe des méthodes et des possibilités et avec des résultats. Renforcer l'espoir de ceux qui veulent changer les choses en montrant qu'il existe de multiples actions. Montrer que ces actions, à elles toutes, tracent les contours d'une alternative globale dès maintenant, c'est-à-dire expliciter leur portée globale de chaque action, la portée plus globale de chaque action locale, même si petite soit-elle. Les initiatives peuvent agir comme des tests de méthode globale, mais bon, en même temps, monsieur, votre téléphone, s'il vous plaît. Merci. À la deuxième fois, on vous fait évacuer la salle. Voilà. Bon, on essaye toujours de prendre du recul, donc on fait toujours la critique, qui est les petits bémols de ce qu'on fait nous. D'abord, une accumulation d'expériences locales ne suffit pas pour changer un système. Il faut le conjuguer avec une action globale politique. C'est un peu ce que disait Didier dans l'audio. On n'est jamais certain qu'une action sera porteuse à elle seule d'alternatives. Elle peut au contraire aider le système à se renforcer. Comme dit Boltanski, le capitalisme se nourrit de sa critique. Et enfin, nous avons bien sûr remarqué, on a appelé ça de la récupération, du détournement sémantique, d'une part du pouvoir politique en place et d'autre part de l'extrême droite, qui manie aujourd'hui très volontiers des termes de solidarité, d'entraide, etc. Et là, on arrive sur un terrain dangereux. Et côté récupération par l'État, le pouvoir politique, enfin par là-haut, quoi. Je crois qu'un cas typique, c'est les tiers-lieux. Les tiers-lieux, qui étaient des espaces citoyens créés par et pour des citoyens, dont le mot a été récupéré, on va dire, par l'État. En l'occurrence, on ne peut pas dire autre chose.
et qui sont devenus en gros des espaces de coworking marchandisés. Voilà, c'est-à-dire qu'on est passé d'une initiative citoyenne, d'espaces de convivialité, etc., à des espaces de travail qui font de l'argent. En gros, donc on est bien complètement dans la logique actuelle. Ça, c'était rapidement pour les initiatives citoyennes. Maintenant, concernant l'action de changer de cap consacrée, donc collectif citoyen, groupe d'entraide, syndicat d'habitants, etc., etc. Alors, nous, on n'a pas vocation à créer nous-mêmes des groupes, des collectifs, des syndicats. On a vocation à encourager leur création en donnant des méthodes, des pistes, voilà, comment on peut faire, et en même temps à mettre en lien pour qu'il y ait une interconnaissance, un partage qui se fasse entre les différents collectifs. On observe une grande variété de formes et d'initiatives, ce que je disais tout à l'heure, groupes informels, coopératives d'habitants, associations, syndicats, structures intercommunales, communales, mais quel que soit le point de vue où on se place, on observe aussi un certain nombre d'invariants. Et le premier d'entre eux, c'est que tous ces collectifs partent de besoins concrets des gens, des personnes, pour constituer des groupes autonomes et transformer des situations individuelles en revendications collectives ou en projet local. Nous, on a retrouvé ce processus en réalité sur un dossier qu'on a mené depuis 2 ans sur les dysfonctionnements dans les caisses d'allocation familiale. C'est pas un sujet qui va être développé ce soir, mais bon, en gros, pour résumer, nous avons analysé et mis en lumière des pratiques illégales et discriminatoires envers des personnes parmi celles qui ont le plus besoin de la solidarité nationale et donc de l'appui de la branche famille de la sécurité sociale, des personnes en grande précarité au RSA, des mères isolées, des personnes en situation de handicap. Et ce n'est en fait qu'en partant du terrain, de la base, du local, et là en l'occurrence de dizaines de témoignages qu'on a récupérés, qu'on s'est aperçu que ce n'était pas des situations particulières, mais qu'il y avait vraiment un problème national concernant des trop-perçus hallucinants. On a des allocataires CAF qui sont minima sociaux, qui se retrouvent avec des dettes de 20 000, 30 000 euros. Je vous laisse voir, le remboursement c'est 16 ans. Donc ça, des trop-perçus qui ne sont jamais expliqués, des droits suspendus, c'est-à-dire qu'en cas de... vous avez un contrôle, vous êtes même au RSA, vous n'avez plus vos droits CAF. Donc là, c'est 0, et débrouillez-vous. Je vais passer les exemples des personnes accusées de fraude sans comprendre pourquoi, ou alors des personnes qui subissaient des contrôles très intrusifs à répétition. Alors nous, on a cherché des explications, on a ensuite demandé des comptes, ce que j'en reparlerai plus loin avec l'importance de la mise en lien, mais pour dire que tout est parti du local. Et dans le local, même s'il était à plusieurs endroits de France, c'était autour d'une question concrète. Donc si on en revient à nos collectifs, on va garder collectif citoyen, ce sera plus simple, c'est des personnes qui à un moment se rassemblent, créent des groupes pour développer des initiatives économiques et solidaires, défendre un territoire, obtenir des changements dans les politiques publiques, développer l'entraide, la solidarité, ça peut être aussi tout simplement des lieux de parole. Quand nous on parle de changement dans les politiques publiques, c'est aussi une réflexion qu'on mène actuellement et qu'on va pousser plus loin, parce que on fait un peu des sauts de plus d'une réflexion à l'autre. Là, on parle de changement hors du cadre des injonctions qui nous sont faites de rentrer dans des moules. Et typiquement, le moule actuel, c'est la démocratie participative, actuellement, qui est vantée à tous les étages, mais qui reste quand même un moule très contraignant pour tous les citoyens.
Au bout d'un moment, parce que les besoins évoluent, parce qu'il peut y avoir du découragement, une impression de lutter pour rien, parce que la vie associative est mise sous boisseau quand elle n'est pas attaquée médiatiquement ou criminalisée, on peut perdre des forces et du monde. L'un des meilleurs exemples est sans doute le délitement progressif des groupes de gilets jaunes. Nous partîmes à 1000 et nous arrivèrent à 20. D'autres collectifs nous ont fait part de ces désistements progressifs. Je crois que vous aussi. Qui sont en même temps totalement compréhensibles, humainement parlant, et on note vraiment parfois du découragement. Voilà, les gens, au bout d'un moment, ça sert à quoi de se battre? Voilà, clairement, voilà. Donc nous pensons que notre rôle est de nourrir l'espoir sans interférer dans la vie des collectifs. On va pas notre but, c'est pas d'aller leur apprendre la vie ou de leur donner des leçons, mais c'est simplement de les mettre en lien et en réseau. C'est-à-dire de les mettre en lien avec d'autres collectifs, soit tout simplement pour s'encourager, se motiver, soit pour se partager des victoires, parce qu'il y en a, oui. Et donc aussi parvenir à voir ce qui peut fonctionner, ce qui peut bloquer. Là, le dernier exemple concret en date, c'est sur la question du logement social, où il y a pas mal de petites structures, de petits comités de locataires avec qui on est en lien, qui s'interrogeaient sur la manière dont ils pourraient davantage peser dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux, peser pour faire valoir leurs droits, pour demander des choses, etc. Parce que, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis 2017, en fait, il y a juste des associations affiliées qui sont au nombre de 5 qui peuvent participer aux élections de représentants des locataires. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un groupe de locataires et dire je vais aux élections. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a plusieurs. On en a discuté avec plusieurs. Et ça s'est trouvé comme ça, avec plusieurs personnes de plusieurs groupes. Mais de notre côté, on savait qu'ALDA, alors ALDA, c'est un syndicat d'habitants du Pays Basque, qui avait su contourner ce problème, se présenter aux élections de leurs bailleurs sociaux et remporter 40% des voix au final. Donc nous, on a organisé une réunion, ça a duré 1 heure, au cours de laquelle on a invité les ALDA, d'abord, le syndicat qui a eu cette victoire, et les comités locataires ou syndicats d'habitants qui se posaient des questions, à se rencontrer, et ALDA a pu expliquer sa méthode, ses stratégies, etc. C'est l'importance de la mise en réseau, ce sur quoi on insiste, et qu'on appelle, nous, notre petit rôle à notre dimension de tisseur de liens. Et je rajouterais que nous nous sommes servis de cette dimension car des structures qui ont la tête sous l'eau en permanence, avec leurs propres dossiers et actions, n'en ont pas forcément ni le temps, ni de se dire quel autre collectif ou groupe va pouvoir répondre à mon problème, ma question, mon interrogation. Voilà, et on ne se cache pas derrière non plus notre petit doigt. On sait qu'il y a quand même quelques collectifs et associations qui aiment bien conserver leur chapelle. Et comme on dit, rester dans leur couloir et surtout pas fréquenter les autres. Du côté de changer de cap, nous sommes plutôt des défenseurs du faire ensemble et de la méthode PAC de rugby. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne se pose pas de questions et on pousse tous dans le même sens pour faire bouger les lignes. Nous l'avons expérimenté sur notre dossier CAF, où c'est la mise en commun des connaissances et des compétences d'allocataires, de juristes, de travailleurs sociaux, d'accompagnants associatifs, d'anciens hauts fonctionnaires qui connaissent bien les rouages de l'administration, qui nous ont permis de débusquer ce que nous nommons la maltraitance institutionnelle. En 2 ans, nous avons réussi à agréger autour de ce combat autant toutes les personnes que je viens de citer que les grands mouvements. Là, je vais citer la Fondation Abbé Pierre, ATD Carmonde, la LDH, le Secours catholique.
avec un intérêt d'abord pour elles de découvrir des choses qu'elles ne connaissaient pas, mais de nous apporter aussi leur connaissance et et les portes ouvertes qu'elles ont, puisque c'est des associations qui sont très écoutées, pas forcément tendues, on est bien d'accord, mais qui ont quand même plus de portes ouvertes que nous. Donc notre lutte contre la CAF, c'est parti des personnes allocataires jusqu'à ces grands mouvements, pour finir dans à la direction de la CNAF, au cabinet d'Aurore Berger, et dans une table ronde parlementaire. Voilà l'idée. Et là, c'est là où on se dit, à un moment, voilà, on y va tous ensemble. On pousse tous en même sens. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, mais vraiment, vraiment à tous les niveaux. La dernière action en date, pour finir là-dessus, c'est une lettre ouverte à Gabriel Attal, parce qu'on a mis au jour un scandale, on ne peut pas dire ça autrement, qui est un algorithme de notation des allocataires. C'est-à-dire que tous les allocataires les plus précaires, je ne parle pas des autres, les allocataires précaires des CAF se voient attribuer un score de risque, une note, en fonction si vous êtes famille monoparentale avec tant de revenus, si vous êtes travailleur handicapé mais avec un travail pas trop fixe, si vous êtes au RSA évidemment, et c'est ce score de risque qui déclenche des contrôles. Et des contrôles qui peuvent être excessivement intrusifs. Donc ce fameux algorithme a fait beaucoup de bruit, je ne sais pas si... Il y a eu des articles dans Le Monde, ça fait du boucan, mais bon, voilà. Et de là, donc, on a été plusieurs à dénoncer médiatiquement donc, ce scandale, à faire un plaidoyer, porter donc lettre ouverte à Attal, rester lettre morte. Alors c'est quand même fabuleux parce qu'on a... La lettre, elle est signée, si vous avez l'occasion d'aller sur le site, vous la verrez. Pour le moment, elle a été signée par 30 organisations, dont celle dont je vous parlais. On rajoutera Emmaüs, on rajoutera le collectif Alerte, etc. Maintenant, on en est à 70 organisations signataires. On n'a même pas un accusé de réception, hein, comme ça. Bon, mais comme on est des grattes, on va pas se laisser faire. Et donc là, on entre dans une phase de contentieux juridique contre cet algorithme, qui n'est pas le seul, puisqu'il en existe à peu près dans tous les services publics. Pôle emploi, France Travail, etc. Et dans le même temps, pour reprendre notre méthode un peu pack de rugby et puis on se passe la balle, toutes les connaissances qu'on a pu acquérir au niveau juridique, au niveau politique, on va dire, etc., nous permettent aujourd'hui de créer un guide d'autodéfense des allocataires CAF pour que les personnes puissent accéder davantage à leurs droits. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué la méthode. Alors, c'est un exemple qui pourrait paraître éloigné des collectifs citoyens locaux, mais en réalité, à tous les niveaux, nous croyons fermement à la force du faire ensemble et à la rencontre des compétences pour faire avancer une cause ou un projet. On croit surtout au décloisonnement, à la capacité de se rencontrer, de s'enrichir mutuellement en venant de mondes différents, ce que nous appelons l'interconnaissance sans l'interdépendance. Depuis la rentrée, et après des rencontres et des réflexions estivales, parce que d'une part, l'été on se déplace dans des séminaires et on organise nos propres rencontres. C'est le moment de l'année où, changer de cap, les membres qui sont un peu partout se rencontrent en présentiel, voilà. Donc ça fait du bien ce moment, et de réfléchir tous ensemble. Donc après cet été, et puis l'été un peu les suivants, l'été précédent aussi on en avait parlé, au séminaire de Saint-Étienne,
Nous sommes partis de plusieurs constats. La force du collectif pour mieux répondre à des maltraitances, la non prise en compte des droits ou des intérêts des habitants, des nécessités de solidarité, des envies de construire une autre manière de vivre ensemble. Les gens ont besoin de se réunir pour transformer en mieux leur quotidien, qu'il s'agisse de lutter pour ou contre, de s'organiser dans la durée, etc. Et le constat étant aussi, il n'y a pas suffisamment de collectifs, les collectifs existants ne sont pas suffisamment armés et se sentent parfois isolés. Donc depuis la rentrée, nous avons commencé à réfléchir. Alors on est parti changer de cap, et une autre association qui travaille sur ces questions qui s'appelle les Localos, qui est située à Limoges. On a été rejoint très rapidement par le syndicat de la montagne Limousine et la coordination Passons-nous, c'est-à-dire un collectif qui pour le premier agit sur un territoire hyper rural, hein, c'est le plateau des Mille Vaches, le syndicat de la montagne Limousine, et le second agit exclusivement dans les quartiers populaires. Et ça, c'est vraiment l'idée qu'on a du décloisonnement. Le décloisonnement, il doit être à tous les niveaux. Il doit être territorial, il doit être social, ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport aux différentes rencontres autour de la CAF, le travail qu'on a fait. Il doit être thématique aussi, c'est-à-dire que une association de l'environnement peut tout à fait apporter des connaissances à une association qui défend des droits ou autre. Les problématiques qui peuvent aussi être considérées comme des richesses offrent la possibilité de développer les pouvoirs d'agir. Elles peuvent prendre des formes différentes, mais au final, c'est un peu, voilà, on va mettre précarité avec un grand S, environnement, discrimination, isolement social, mobilité, c'est où qu'on soit, c'est un peu les mêmes thématiques qu'on rencontre un peu partout. Et pour les habitants qui ont besoin de faire plus dans le domaine du social, etc., c'est nos camarades de terrain d'entente à Saint-Étienne qui en parlent très bien. Ils parlent du savoir-faire galère et de la capacité de réaction et de contournement permanente. Et il n'y a pas mieux que les gens en précarité pour savoir faire ça directement. Donc, toujours est-il que tous ces collectifs citoyens et autres ont mis en avant la nécessité d'échanger, de se soutenir, de partager. Et c'est une manière aussi de lutter contre le découragement. C'est pourquoi nous organisons à partir d'avril des visioconférences mensuelles. C'est une nouveauté changer de cap. Sur le thème « Quand les citoyens s'organisent ». C'est pas quand les citoyens prennent les rênes, mais quand ils s'organisent. Le principe de ces visioconférences qui seront mensuelles, c'est que il y a un collectif invité qui viendra à chaque fois témoigner, suivre une trame, une sorte de trame, hein, après libre à chacun. La trame, c'est les éléments déclencheurs qui ont mené à la création de ce collectif, son organisation, les actions, les avancées, les freins et l'expertise populaire qui est développée grâce au collectif. La seconde partie des visios sera consacrée à un temps d'échange avec tous les autres collectifs et les personnes qui voudront venir, ça sera vraiment ouvert. Et si tout va bien, ces visios préfigureront des rencontres en présentiel, parce que c'est toujours plus agréable, plus fructueux de se rencontrer vraiment. Alors on peut très bien imaginer des rencontres nationales, mais aussi régionales, etc. Quoi, hein. Tout est possible. On ignore ce qu'il en ressortira de tout ça, c'est le charme de l'exercice. Mais si par exemple il y a un collectif qui souhaite davantage se lier avec un autre, on sera super d'accord, ça sera très encourageant, même si nous on n'est pas dedans, peu importe quoi en fait. Mais l'idée à terme est de créer une plateforme de partage de ressources et de connaissances. Et de moyens de lever des freins, parce que la vie associative, en général,
n'est pas forcément ni aidé ni encouragé par les temps qui courent. Parmi les autres pistes de réflexion qu'on a actuellement à changer de cap, c'est effectivement la maltraitance des associations, la marchandisation des associations. La marchandisation, c'est un thème qui est travaillé. Alors nous, l'idée aussi, c'est de dire on fait confiance s'il y a un collectif un autre collectif, une autre asso qui prend en main une thématique, évidemment qu'on ne fait pas la même. Alors typiquement, la marchandisation des associations citoyennes, c'est un sujet des associations, pardon. C'est un sujet qui est très porté, ils en sont à leur deuxième rapport là, qui va sortir par le collectif des associations citoyennes. Donc nous, on leur fait confiance et on relaie, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment une question aussi de ne pas rester, comme je disais, dans sa chapelle, de se faire confiance et de relayer ce que font les uns et les autres. On est toujours un peu dans la même logique, hein. Voilà. Une autre question qui nous préoccupe, c'est la valorisation des expertises citoyennes et la reconnaissance du travail fourni, qui est bien sûr un travail gratuit. C'est pas pour ça qu'il ne doit pas être reconnu. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être en ayant une reconnaissance de ce travail, de ce qui est fourni, une valorisation des compétences acquises, des expertises apportées, qu'on parviendra à réengager et réenchanter. Et réengager du monde dans les mouvements, etc. Ça, c'est une idée super développée, mais on pourra en reparler. Donc la confiance, la connaissance de ce que fait l'autre, la confiance que l'on s'accorde mutuellement, je viens d'en parler avec le collectif des associations citoyennes. C'est ce qui s'est dit d'ailleurs il y a pas plus tard que la semaine dernière à l'Académie du Climat à Paris, où il y avait une rencontre, je crois qu'ils étaient 80 collectifs à se rencontrer autour d'une thématique, comment dépasser nos blocages et s'organiser pour faire vivre nos idées dans un contexte hostile. Le contexte hostile, la droitisation de la société française. Allons, l'extrême droitisation de la société française. Voilà, la criminalisation des associations et d'une manière plus générale, la démobilisation des gens, le découragement, etc. Donc, il y avait c'était des collectifs très très différents vraiment qui œuvraient dans plein de domaines différents, mais voilà, l'échange a eu lieu, la réflexion a eu lieu collectivement et c'était vraiment important. Donc au niveau, la dernière expérience, après, promis je finis parce que au niveau local, alors ça c'est en Isère, parce que c'est un peu mon terrain de jeu. Nous travaillons à cette mutualisation, c'est-à-dire qu'on est en train de créer une boîte à outils qui aidera chacun à faire valoir ses droits, que ce soit sur le logement, la santé, les droits sociaux, l'environnement, la culture, le droit à la ville des femmes. Il y a plein de thèmes différents. Et chaque collectif citoyen ou association participante est invité à simplement verser ses connaissances dans un pot commun. Voilà. Et c'est également en Isère. Et pour revenir sur les questions de précarité, en fait, on s'est rendu compte que d'abord, le non-recours est énorme pour l'accès aux droits sociaux, quand bien même tout ça coûterait, je dis, un pognon de dingue. Si tous les gens qui ont des droits sociaux demandaient leurs droits, il faudrait rajouter 16 milliards d'euros. Voilà, on a fait le calcul, c'est très simple. Donc, aider les personnes à faire valoir leurs droits, on s'est aperçu qu'il y a très peu d'avocats, notamment spécialisés en contentieux social. C'est une denrée rare sur le marché
sur les marchés des avocats. On a la chance, nous, d'en avoir un à Grenoble, qui est spécialisé, et donc notre petite action a plusieurs collectifs, comités de locataires, c'est que chacun mette son obol idem au pot commun pour payer des permanences de cet avocat sur ces contentieux-là. Voilà en gros, et voilà. J'ai trop parlé peut-être. Oui, surtout quelqu'un qui m'avait dit d'entrée, je ne serai pas long, je vous avertis, vous avez été exactement comme il fallait. Donc ça va. Maintenant, Merci pour votre écoute. la grande question, est-ce que, c'est pas à vous qu'il faut la poser, est-ce que ça vous a intéressé? Qu'est-ce que vous avez à dire? Pas seulement à questionner, mais etc. Il y a quand même des sujets de la mise en lien et en réseau, les tisseurs de liens, défendre le faire ensemble. Peut-être un sur lequel il faudra revenir, la convergence de tous ces mouvements. Et puis cette petite phrase très simple que vous avez eue, il existe des possibles. Est-ce que c'est vrai? Vas-y Gérard. Non, c'est pas que je veux intervenir, c'est qu'il y a une petite manip à faire. Donc, je vous demande un petit temps d'attente. C'est mon petit. Voilà, c'est reparti. On peut. Allez. Je vous ai tous assommés. Bon, ben, je veux bien dire un mot. Là. J'ai vu qu'il y avait le site qui existait, Changer de cap, et tout ce que vous avez dit est contenu, et le fait que vous ayez été reçu par Aurore Berger, il y a un commentaire, hein, vous avez fait un rapport dessus. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est très intéressant. Ah, on va travailler ensemble. Ah, on revient vers vous. Voilà. Au revoir. Voilà. Donc, nous, on préfère médiatiser. Il y a une chose aussi qui m'a un peu interloquée quand vous avez dit que la CAF c'était la solidarité. C'est pas la solidarité, c'est assurantiel. Hein. La sécurité sociale, c'est assurantiel, c'est pas la sécurité nationale. Hein. Oui, non. Donc, je suis désolée. Hein. Ça dépend des branches. J'ai relevé ça. Voilà, c'est tout, mais c'est bien. Ah si, il y a un autre terme, vous avez utilisé, alors ça je me suis amusée, c'est mon ancien métier. Hein. Vous avez parlé de confiance. Vous savez que la confiance, c'est un principe de base libéral. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Non. Ah si, je peux vous le dire. Faites-moi confiance, justement. Fais confiance. Et quel mot vous utiliseriez à la place? Ouais. Je ne l'ai pas parce que ça m'a interloqué, parce que c'est un cours d'économie de base, la confiance. Hein, donc c'est pour ça que je sais que c'est libéral. Hein. Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est l'ouverture d'esprit, c'est le panel d'ouverture, c'est s'ouvrir à l'autre. Mais le terme de confiance a déjà été sacrément galvaudé. Ouais, il y en a tellement qui ont été... Mais même le mot libéral a été galvaudé. Certes, oui, je vous le confirme. À l'origine, moi longtemps je me disais, d'abord et avant tout, excusez-moi, antilibéral, mais j'ai nuancé mon propos parce qu'à l'origine, le mot libéral, mais à situer dans son contexte historique, il nous ressemblait un peu. C'est que depuis c'est devenu, je ne sais pas pourquoi cette appellation, l'ultralibéralisme. C'est ça. Voilà. Mais je vais vous faire une confidence, vous prêtez à personne, nous avons un point commun avec cette dame, nous jardinons dans le même jardin. Eh bien, je n'ai pas au bout de vous demander par quoi on remplace confiance. Je ne vous ai pas demandé quoi? Je ne suis pas au bout de vous demander, en plantant les poireaux, en semant les radis, par quoi on remplace le mot confiance. Oui, ben non, mais on va y réfléchir. Pour les choix éternels. Allez, on continue. Oui, ben, je veux bien. Bon, Je te filme. oh ben, non, je ne peux pas avoir deux. Je te filme. Allez, tiens. N'oublie pas d'appuyer sur le... C'est appuyé, Non, hein? ça y est, c'est appuyé, il n'y a plus qu'à centrer. Oui. Si, vas-y. Voilà. Oui, moi, quand vous êtes intervenu, là, j'ai pensé tout à fait à une association qu'on avait reçue avec le Champ des Possibles, d'ailleurs, qui était aussi présent en juillet l'année dernière, qui est la mine à Besnay. Et en fait, je me suis rendu compte que la mine à Besnay, qui est pilotée par une association qui s'appelle Asolus, alors je ne sais pas si elle est dans le répertoire de... Bon, il faudrait voir. Mais ils se sont
Et ça m'a rappelé qu'en fait, il s'était créé après les Gilets jaunes. Ouais. Donc il y a des graines qui ont été semées, même s'il y a eu un découragement. À Doyer, par exemple, on avait fait, où j'habite, on avait fait une association, c'était pas une association, c'était un rassemblement citoyen sur le bassin minier, Doyer, Besnay, Bonvic, etc. Et donc la mine, l'épicerie, c'est à partir de besoins, c'est-à-dire la mine a fermé, l'épicerie a fermé, et il y a un groupe de citoyens qui ont dit il faut qu'on sauve cette épicerie. Et ils ont créé une épicerie qui fonctionne sacrément. Et donc l'idée des gilets jaunes, ce que je voulais dire, c'est que ces graines qui ont été semées, qui apparaissent dans ces groupes de citoyens qui prennent en charge des besoins, etc., elles sont toujours là. Le problème, c'est qu'elles commencent à fleurir, à sortir, mais c'est le problème du découragement. C'est-à-dire que les gens disent à quoi bon, on est bloqué. Et bon, par exemple, quand les gilets jaunes s'étaient développés sacrément, ils ont eu la répression. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a des espèces d'entraves qui sont mises au fait que les choses fleurissent intérieures aux gens. C'est-à-dire qu'ils disent à quoi bon, quoi, on se décourage, etc. Moi, je crois qu'il faut leur dire que, en fait, ce qu'ils sont en train de semer là, ça peut se développer, mais moi, je suis de plus en plus persuadé que ça ne se développera s'il y a une étincelle générale. S'il y a une étincelle générale. Alors, ça peut être, bon, ça aurait pu être, par exemple, aux révoltes des banlieues, ça aurait pu être à d'autres moments. Bon, on a vu comment ça a été récupéré avec le mouvement des paysans par la FNSEA. Bon, mais il y a peut-être des moments qui vont arriver et où toutes ces graines qui ont été semées, en définitive, vont pouvoir germer. Voilà, c'est ça, cet optimisme que je voudrais donner. Les fleurs sauvages, ça pousse partout. Merci beaucoup pour votre exposé. Si j'ai bien compris, il y a à peu près 2 grandes catégories de collectifs. Il y a les collectifs, je dirais, revendications, ce soit sur le logement, la maltraitance administrative, ça c'est plus de la revendication. Et puis, vous avez parlé de collectifs, de personnes qui se réunissent pour un mieux vivre. Et là, il y a sans doute de l'optimisme, parce que se mettre ensemble, c'est source de mieux vivre, sur un, je sais pas, ils font un jardin partagé, ou ils font une épicerie, ou ils se rassemblent pour construire quelque chose. Et donc, là, je pense qu'il y a effectivement de l'optimisme, sûrement. Par contre, et c'est le but de votre association, on peut se sentir isolé. Je pense que la petite épicerie de Doyer, elle se sent sans doute un peu seule dans son schéma, dans ce mode d'organisation. Et c'est là que vous intervenez de façon judicieuse pour essayer, tenter, commencer, débuter, de mettre toutes ces initiatives en réseau. Et je pense que là, il y a source, il y a du travail, du boulot, mais en même temps, c'est sans doute par là aussi qu'on peut tirer l'optimisme. Et puis, il y a ce qui peut arriver du haut, comme tu disais, c'est-à-dire du plus global. Est-ce que, oui, on est en lien avec les politiques, il y a des choses qui se passent dans la revendication des paysans. Moi, je suis pleine d'admiration face à la Confédération paysanne, c'est extraordinaire. Ils ont pu à la fois revendiquer, mais aussi montrer ce qu'ils pouvaient faire de différent dans l'agriculture. Et j'ai trouvé qu'ils avaient, bon, bien sûr, moins d'écho dans la presse, mais on les a bien entendus. C'est possible, voilà, c'est possible de s'organiser différemment pour construire. Alors, c'est peut-être à petite échelle, mais je pense que le découragement, il vient quand même du global, c'est-à-dire qu'on se sent très isolé. C'est l'ambiance générale qui nous tombe dessus un peu comme une chape de plomb. C'est trop bien. Non, je t'en prie. C'est trop bien parti pour qu'on s'arrête. Même si vous gardez la thématique du jardinage, parce que je vois que ça revient beaucoup. Mais approche-toi, il n'y aura pas besoin de micro. Si mais, tu approches de ces micros. Non, c'est juste pour dire, mais il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Je suis en train de me lancer dans l'écriture d'un texte
les premières pages, j'arrête et puis c'est fini, je mets classé parce que je vois en noir. Parce qu'il y a vraiment de quoi voir en noir. Mais quand on pense à tout ça, notre exposé y a contribué, etc., il y a des raisons d'espérer, il y a des possibles. J'allais déjeuner chez un bon copain qui a été travaillé à mes côtés quand j'étais député. Il m'a dit, il y a plein de possibles. On voit peu parmi nous, etc. Il continue à gamberger. J'écoute ça souvent. Donc on n'est pas dans... Oui, il y a le pessimisme du global, ça les dégoûte de plus en plus, les gens, mais on est dans une espèce de balance, il me semble. Il y a des raisons de désespérer, la guerre, le fascisme, le racisme, la déshumanisation, etc. Et puis il y a tout ça, tout ce que vous avez raconté, ce qu'on sait par ailleurs, etc. Je pense qu'on est dans un mouvement. Est-ce que l'étincelle viendra? Alors toujours pour parler du jardin, la fleur, etc., il lui faut de l'engrais. Et ce qui manque le plus, c'est une perspective crédible. Moi, je suis d'accord avec toi. La Confédération paysanne, au niveau de la terre, je suis en train de lire un livre que je vous recommande de Tanguy Martin, La révolution et en finir avec le capitalisme partira par la terre. Quand j'ai vu ce titre, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et il explique très très bien. Donc la Confédération, elle a été au cœur de cette nouvelle façon de voir l'agriculture. Mais dans plein d'autres domaines, ça existe. Mais ça manque ça manque une vision globale, un schéma général. Ça manque quelque chose à la place du global dont tu as parlé. Quelqu'un qui propose un autre global. Or, les gens portent plein d'idées, plein de possibles. Et c'est pour ça que je suis très attaché au mot convergence. Oui, et c'est ce qui m'a intéressé dans Changer de cap, c'est cette idée qu'il travaille de la convergence. Il y a rien qu'à vous écouter, il y a une multitude d'associations au niveau national. Vous en avez énuméré, je ne sais pas combien. Oui, de collectifs. De collectifs, etc. Il manque. Le possible, il existe. Répondre à des questions, est-ce que les moyens financiers de changer la société existent? Est-ce que, comme nous l'avait dit un intervenant il n'y a pas très longtemps, la classe ouvrière est capable de gouverner? Il faut un sens à ça. Finalement, c'est l'optimisme qui l'emporte, mais bon sang qu'il y a du travail. Hein. Oui, il y a du boulot. Juste, excusez-moi, après, j'apporte une précision. Les collectifs d'habitants qui sont dans la revendication, dans l'interpellation, etc., c'est aussi pour vivre mieux. Donc, oui, le but, il est toujours le même. Oui. Quel que soit le chemin qu'on prend, à l'arrivée, c'est... voilà, c'est juste une petite remarque qui m'est venue à l'esprit. Non, je voulais dire, dans les choses qu'on peut construire, donner des pistes, après il faut des acteurs pour le faire. Mais il y a un thème, moi, qui me semble, je dis à chaque fois, c'est la sécurité sociale alimentaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas, localement, sur un territoire à déterminer, après il faut des acteurs pour le construire, mais un peu comme s'est construit la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale, elle existait avant la guerre de 39-45. Ambroise Croizat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coordonné tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas, déjà, sur un territoire, construire une sécurité sociale alimentaire, avec des paysans, avec des commerçants qui sont sur le secteur, avec les gens qui habitent là? Est-ce que ça serait pas possible? Alors après, il faut trouver les acteurs, pour le faire. Mais est-ce que c'est pas une idée qu'on pourrait essayer de lancer? Complètement, ça existe déjà, notamment à Saint-Étienne, où c'est vraiment les acteurs. Parce que la SSA, ça fait partie des solutions pour que tout le monde ait accès à une alimentation digne. C'est vraiment indéniable pour le moment. Enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est... comment dire? Vous me dites si je fais une erreur. Chaque personne d'un territoire qui en a besoin, les personnes reçoivent, mettons, 100 € par mois pour acheter des produits alimentaires sains dans des lieux conventionnés et qu'ils auront choisis ensemble, parce qu'il y a une notion de démocratie aussi. Donc ça peut être auprès de producteurs, dans des magasins de producteurs, directement en circuit court. Le principe, c'est le circuit court et une caisse où chaque personne, comme pour la sécurité sociale, en fait reçoit
une certaine somme qui peut être en euros ou en monnaie locale. Peu importe. C'est des expériences qui ont déjà lieu. Alors, soit elles sont menées de manière un peu institutionnelle. Ça a été mené à Montpellier. Ça commence à Bordeaux. Alors, à Bordeaux, ils ont commencé avec les étudiants, en réalité. Avec une cotisation de 5 euros par mois, ils recevaient 100 euros de pouvoir d'achat en bons alimentaires. Et encore une fois, pas à Lidl, Leclerc, Netto ou autre. Et ensuite, il y a les sécurités sociales de l'alimentation, les expériences qui se mettent en place donc localement et par les associations et par les citoyens. Et là, typiquement, on a le cas de Saint-Étienne où c'est bien lancé, d'autant qu'il y a des organisations en fait un peu nationales. Je pense notamment à un réseau qui s'appelle VRAC, qui est dans plusieurs villes, qui participent. Vous voyez. Réseau Savage, là aussi, il doit être dans le groupe. Ouais. Mais voilà. Et à Saint-Étienne, il se trouve que ça bouge énormément. Il y a énormément de citoyens qui font des choses dans plein de domaines. Il y a plein d'assos. C'est une fourmilière Saint-Étienne, hein, vraiment, au niveau associatif. Et donc, ils ont réussi à faire ça. On n'en a pas encore le bilan. Parce qu'après, l'idée aussi, c'est de dire, forcément, ils vont se planter sur certains aspects. Ils ont eu beau monter leur projet, je leur souhaite pas. Hein. Là, globalement, la réussite, elle est là. Mais il va y avoir des petits obstacles, des trucs. Ah ben non, ça va pas marcher, tout ça. Et l'idée, c'est vraiment que ceux qui veulent ensuite lancer ça chez eux puissent se nourrir de ces expériences de Saint-Étienne ou d'ailleurs. Il y a eu une expérience un peu similaire à Montreuil, qui est à Montreuil, donc en région parisienne. Et là, le rapport a été vraiment fait de ce qui a marché, pas marché, voilà quoi. Et effectivement, je n'ai pas parlé de la SSA, c'est un des sujets qui est porté aussi par la Confédération paysanne, puisque les circuits courts, c'est très important. Les AMAP, il y a un tas d'acteurs qui sont partants là-dedans. Alors, en même temps, c'est très encourageant. En même temps, on se dit, on pourrait tous plus ou moins bien manger. Et en même temps, en discutant avec ma cousine à midi, j'apprends qu'un magasin de producteurs s'est ouvert à Cône d'Allier, mais que tout le monde préfère encore aller à Carrefour, donc voilà. C'est un peu la douche froide, quoi. Patience. Il y a un Saint-Victor aussi. Il y a un magasin de producteurs à Saint-Victor. Ouais. Voilà. C'est ça. Mais je dis patience parce que ça ne démarre pas d'un coup. C'est pas... Les gens ne vont pas découvrir en disant tiens, un marché de producteurs à Cône, on va y aller. C'est plus complexe. Le problème, c'est que très souvent, je pense aux jeunes, parce que le futur, c'est les jeunes. Les jeunes sont habitués à aller soit être sur Internet et acheter, soit aller dans des supermarchés type, que vous avez cité précédemment. Et la démarche de dire je prends un produit brut, j'apprends à le cuisiner, je mange mieux, elle n'y est pas. J'avais des étudiants justement, ils étaient à 1000 lieues de ça. Je leur disais mais non, mais si vous produisez, mais non, c'est trop long, moi j'ai vite fait, micro-ondes. Donc la démarche aussi, c'est que ce sont les jeunes qui doivent apprendre, on parle du mieux manger, mais c'est aussi le réflexe d'acheter un produit, enfin le produit de base et de le transformer soi-même, qui souvent est plus court et en tous les cas plus simple et moins cher. Si vous voulez, pour être un petit peu optimiste par rapport à ce que vous dites, moi j'ai été président d'un jardin d'insertion par le maréchal Puot, au sud de Lyon, pendant 15 ans, et je me suis rendu compte au fil du temps, et ça je m'en réjouis, qu'il y a plus en plus de jeunes qui viennent chercher leur panier de légumes. Ah, c'est super. De plus en plus de jeunes, et de plus en plus de jeunes parents particulièrement. Ah, c'est bien. Et franchement, en 15 ans, on a énormément rajeuni les gens, les adhérents qui viennent chercher leur panier. Donc,
un petit vent d'optimisme. Ouais, non, ouais. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a quand même une évolution, quoi. Je crois que la génération du manger tout fait, youpi, c'est super, machin, c'est la nôtre. Hein, la nôtre, les quarantenaires, les cinquantenaires, là, on est bien dedans. Mais il y a encore un élément d'optimisme par rapport aux jeunes. C'est que la personne, j'ai perdu son nom, la montagne Limousine qu'on a reçue ici à l'atelier, il nous disait que de plus en plus de jeunes, maintenant, le mouvement qu'on avait constitué, qu'on avait vu après 68, il est en train de se faire parmi la jeunesse. Maintenant, il y en a de plus en plus qui sont de haut niveau de formation, qui sont ingénieurs ou autres, qui décident de retourner à la terre, en fait, de revenir, et dit en Creuse, sur la montagne Limousine, il y a beaucoup de jeunes qui reviennent et qui veulent vivre autrement, quoi. Les bifurqueurs. Et là où je ferai c'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport aux oasis. C'est-à-dire les gens qui veulent vivre dans des éco-villages, etc., etc. Soit la démarche reste très... Nous, on fait bien la différence, quoi. Soit la démarche reste finalement très égocentrée. C'est-à-dire que c'est un groupe de jeunes qui va aller rénover un hameau et youpi, on met des panneaux solaires, on va élever nos chèvres, on sera bien. Mais le reste de la société, on n'en aura rien à carrer. Je parle un peu... voilà. Et ça, c'est pas le genre d'initiative qui nous intéresse. Par contre, des producteurs qui vont aller et dans les quartiers et ailleurs expliquer leurs trucs, aller au contact direct, ou alors des gens, des personnes défavorisées qui vont donner de leur temps pour faire fonctionner du maraîchage, ça, la démarche est beaucoup plus constructive. Enfin, on le voit comme ça, quoi. Après, les bifurqueurs, on ne peut pas leur en vouloir de s'être trompés de voie. Mais c'est des... Il ne faut pas que la démarche soit égoïste. Voilà, c'est ça le seul bémol. Je voulais vous poser une question sur le problème de l'électrolyse dont vous avez parlé précédemment. Est-ce qu'on arrive à sortir les gens de... Parce que, bon, tout le monde sait que les algorithmes sont là pour piéger, hein, de toute façon, et dès lors que l'algorithme, c'est bête, hein, dès lors qu'il y a un point qui repère, ça y est, ça va être un fraudeur, ça va... on sait bien le principe. Ouais. Et comment vous arrivez à sortir les personnes qui se trouvent piégées comme ça? Parce que... et justement, le fait de construire des liens comme ça, vous parlez de réseau, ça c'est extraordinaire, c'est bien. Ces gens-là sont totalement isolés, tout leur tombe dessus. Est-ce qu'ils arrivent à parler? Parce que je pense notamment, j'avais lu un article sur des personnes qui ne vont plus se soigner parce que, et celles et ceux qui se retrouvent avec la suppression soit du chômage, etc., ou du RSA ou autre, comment les avez-vous repérés? Parce que c'est ça aussi. Parce que humainement, il n'y a rien, il n'y a personne. Ah non, il n'y a pas grand monde. Nous, on arrive à... Comme on a pas mal, en réalité, par des assos, notamment, et puis ça s'est rapidement su qu'on travaillait là-dessus. Et on a eu des témoignages spontanés. Il y a le fait d'abord de se retrouver coincé, et la peur énorme nous on leur dit, mais vous pouvez vous défendre, mais vous pouvez faire valoir ce droit-là, ce droit-là, ce droit-là. Mais voilà, la peur d'attaquer la main qui nourrit. En gros, c'est ça. Donc, il y a énormément de peur. Il y a des courageux qui se battent et qui font des recours, etc. Nous, on arrive à donner des pistes qui ne sont pas toujours évidentes, mais ne serait-ce que faire valoir ce droit numérique, hein, c'est-à-dire demander l'explication d'un calcul, demander ses données personnelles. Voilà, et puis on essaie de batailler au niveau du plaidoyer. Et est-ce qu'on a des usurpations d'identité? Parce que c'est rapide avec le numérique. Oui. Voilà. Et puis surtout avec les fuites. Voilà.
Si vous avez été à Pôle emploi depuis 20 ans, voilà, non, nous, on a tout un groupe aussi, parce que à un moment, on s'est dit là-dessus, quand on a commencé à creuser ces histoires, on s'est dit, on va arriver dans les algorithmes, enfin, à l'intérieur de la machine, quoi. Parce que l'électronisme, bon, c'est des gens qui n'ont pas... C'est plein de choses différentes. C'est des gens qui n'ont pas Internet. Qui n'ont pas, oui. Tout simplement, parce que, qui n'ont pas de portable ou d'ordinateur, qui ne savent pas s'en servir. Il y a quand même un tiers des Français qui ne font pas leur démarche administrative en ligne parce qu'ils n'y arrivent pas alors qu'on leur impose de les faire en ligne. Et en plus, ça leur fait peur. Voilà, mais que ça ne marche pas. Et en plus, ça ne marche pas. Et attention aux idées reçues là-dessus. Parce que nos petits jeunes de 18-25 ans qui sont H24 sur leur portable, leur réseau et tout, il y en a 75% qui ne savent pas faire une démarche administrative en ligne. C'est vrai. Donc l'électronisme, du coup, il y a plein de raisons. Mais nous, on est allé regarder en fait à l'intérieur de la machine ce qui se passait, comment les algorithmes envoyaient des courriers automatiques, voilà, quel petit robot nous répondait au téléphone à quel moment. Et pour ça, on a eu besoin de spécialistes de la tech. On travaille énormément avec une asso qui s'appelle la Quadrature du Net. Ah oui. Voilà, c'est nos complices, très clairement. Et c'est comme ça qu'on réussit à faire un peu des groupes spécialisés qui vont vraiment aller au fond des choses. Et j'ai dit que je ne parlerai pas des câbles, je suis désolée. Mais c'est moi qui ai mis sur la voie, pardon. Mais, en fait, voilà. Et ce groupe numérique qui vraiment a des capacités, parce qu'on a des développeurs, parce qu'on a des gens qui ont reconstitué l'algorithme de scoring. Déjà, il a fallu batailler 1 an et demi pour avoir une ancienne version. Vu que c'est très opaque, les administrations ne donnent pas. Et là encore, c'est une atteinte au droit d'accès aux documents administratifs, etc., etc. De là, il a fallu reconstituer l'algorithme. Donc là, vraiment, on a besoin de gens qui savent coder. De gens qui savent coder, de techniciens, de gens qui savent décoder. Et puis qui sont en logiciel libre. Oui, aussi, mais qui savent le cœur de la machine, quoi. Comment ça marche, qu'est-ce qu'un algorithme, comment le modèle est entraîné. Enfin, on a fait un énorme boulot. Après, la CNAF nous disait oui, mais c'est des modèles statistiques. Alors du coup, on s'est tourné vers des informaticiens de l'INSEE qui nous ont démontré par A plus B que ça n'avait rien de statistique. Voilà, quoi. Et de fil en aiguille, comme ça, on arrive à démontrer des choses et à ce vers quoi on est arrivé, c'est-à-dire de mettre la CAF un peu dans la panade, mais c'est leur problème, à un moment. Et excusez-moi, je suis... Non, je vous en prie. Et juste maintenant, et à un moment, on s'est rendu compte, dans ce groupe numérique, on s'est dit, ouais, mais les associations d'accès au droit, les gens qui accompagnent les bénéficiaires, tout ça, ça serait bien qu'elles comprennent comment ça marche. Et là, vraiment, c'est un autre truc, ça va démarrer la semaine prochaine, on lance des ateliers de sensibilisation aux enjeux du numérique. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'IA va changer dans les services publics, qu'est-ce que les algorithmes de contrôle, etc. Ça veut dire que, et là on fait un lien entre des associations ou des particuliers, ou des personnes qui sont dans ces domaines-là et qui vont venir expliquer aux associations de lutte contre la pauvreté, de défense de personnes étrangères ou médecins du monde, enfin il y en a plein, comment ça fonctionne pour qu'elles puissent ensuite apporter d'autres réponses. Voilà. Oui, je me disais, à travers de votre discussion, en y réfléchissant, qu'il y a eu comme des signes d'espoir, c'est le nombre de jeunes qu'on trouve dans des compétences élevées et qui interviennent justement contre le système, qui aident les associations. Moi, je suis impliqué dans une association qui s'oppose à la création d'une super mine de lithium en France. Et on trouve des géologues. Il y a une association qui s'appelle Systex notamment, qui réunit des géologues
qui interviennent pour nous aider à comprendre ce que les géologues d'Iméris ou de machin essaient de faire rentrer dans la tête des gens, démonter le système, nous expliquer les calculs, les enjeux nationaux, internationaux, les chiffres, les volumes, les techniques. Et ce que vous dites sur l'informatique, on le retrouve dans des tas de domaines de l'environnement, du climat, de la géologie, voilà. Et ça c'est un signe d'espoir, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup de gens qui s'impliquent, de jeunes compétents qui s'impliquent pour aider les associations. Et je voulais revenir sur le début de la discussion. Confiance, c'est aussi un concept humain. Non mais vous disiez, il faut se méfier de la confiance, c'est un terme détourné par le libéralisme, parce que c'est avant tout un concept humain. Certes, mais détourné. Elles aiment bien les détournements. Ils ne savent pas inventer eux-mêmes. Voulez-vous qu'on arrête? Mais on continuerait un petit peu si vous vouliez qu'on arrête. Non mais je suis complètement d'accord. Très franchement, et ça c'est un grand signe d'espoir. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous, effectivement, quand on a appelé... alors bon, évidemment, la Quadrature du Net, c'est défense des libertés numériques, défense des libertés fondamentales dans la sphère numérique. C'était évident qu'ils allaient bosser avec nous. Des gens de l'État, enfin, qui sont un peu dans les rouages informatiques de l'État, c'était moins évident, quoi. Donc ouais, il y a vraiment des... Mais moi, je pense qu'il y a besoin de ça, d'être connu par rapport à changer de cap. Moi, j'ai découvert que, en fait, changer de cap est venu à partir des Gilets jaunes. Moi, j'étais dans les Gilets jaunes. La Quadrature du Net, je connais, parce que c'est un mouvement de logiciels libres, et j'ai été président d'une association de logiciels libres à Clermont-Ferrand. Mais je ne savais pas que tout le monde travaillait, tous ces gens-là, dont je suis originaire en quelque sorte, travailler ensemble. Ça, c'est un motif d'espoir, mais il faudrait le faire connaître largement. Parce que je suis sûr que mes copains à Clermont, qui sont dans l'association Linux Arverne, ils ne savent pas que Change de Cap travaille avec la Quadrature du Net, qu'ils connaissent. Voilà. Oui. Et ça a besoin d'être connu par rapport aux gens, pour qu'ils découvrent qu'il y a tout un monde là qui existe, en fait, qui veut changer de monde, quoi. Il y a de plus en plus d'usagers, d'utilisateurs qui utilisent des systèmes comme Linux. Maintenant, j'ai un informaticien à la maison, moi je suis sous Linux, Ubuntu, je connais ni Windows ni Microsoft, ça fonctionne très bien, et il me disait qu'on est de plus en plus nombreux dans ce cas-là. Certaines collectivités ont des systèmes informatiques qui ne dépendent pas de Windows. Oui, il y a des entreprises qui font. Donc il y a vraiment des signes. Non, mais il y a des signes positifs, il faut les détecter. En fait, c'est ce qu'on disait, et c'est ce que vous faites. Ce qui manque, c'est les faire connaître et les mettre en relation. Complètement. Oui, oui. Alors nous, on fait partie d'un très beau projet dont je ne vais pas parler non plus ce soir, mais puisqu'on parle de collaboration, et puis de se rencontrer, de créer des choses ensemble. À Cluny, ça se passe du côté de Cluny, c'est la fondation Daniel Mitterrand a acheté je ne vais pas dire un domaine, c'est une maison, un ancien gîte avec 30 couchages, c'est une cuisine, bon, c'est magnifique. Et elle l'a acheté et elle a dit, vous êtes tant d'associations intéressées, vous vous occupez de sa gestion. C'est-à-dire que les associations co-gèrent ce lieu, qu'on a appelé joliment la maison des utopies en expérimentation. Alors c'est toujours un peu marrant, quoi, parfois un peu compliqué de gérer à plusieurs, c'est-à-dire qu'une personne de chaque association est il y a plusieurs cercles, on va dire le cercle transmettre les usages de la maison, le cercle un peu plus sur la gestion financière, etc. Et dans chaque cercle, il n'y a pas plus d'une personne d'une association impliquée. Donc les associations sont forcément amenées à gérer le lieu ensemble, à travailler ensemble, et tous les 3 mois, il y a des chantiers en commun, tout ça. C'est pas toujours hyper simple, c'est une expérimentation. Maison des utopies en expérimentation. Mais ça fonctionne, et ça
permet la rencontre. Voilà. Alors après, il y a des assos, on se dit, ouais, ben non. Voilà, ceux qui parlent aux arbres, nous, personnellement. Oui, mais pour Mais, voilà, mais on arrive, voilà. Après, ils ont le droit, attention, hein, mais c'est aussi, ça fait partie aussi des choses qui sont un peu porteuses d'espoir, et puis si on arrive à le faire, et puis si on arrive à analyser aussi, quand on rencontre un obstacle, quel est cet obstacle, et d'où, comment on peut soit le contourner, soit passer par-dessus, ça sera important pour nous, pour les associations qui font ça, et pour d'autres. Et en plus, ça nous fait un super lieu pour faire les séminaires. C'est très beau. Bien. Non, je pensais d'un coup, je me disais, je vois pas les personnes qui sont au fond. Mais si, Elles ont tout raté. c'est vrai, c'est ça qui fait un petit peu mal au fond. c'est ça. Vous êtes d'accord? Je vous souhaiterais qu'on parle d'un autre petit point. C'est pour ça que j'ai les 8 heures bientôt. Merci Valérie. De rien. Valérie et son père, Oui. mais son père qui a été maire d'une petite commune de la région du Rhône, ils sont venus de Vienne et ils repartent demain. Donc on va les gâter tout à l'heure avec des bons petits plats, j'espère, mais merci infiniment. Ben, merci à vous. Ils resteront en relation avec toi parce qu'au retour, ils t'enverront la facture de l'essence et de l'autoroute, etc. Merci infiniment. 2 mots pour vous parler. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, je ne les retirerai pas, mais vous ne les prononcerez pas. Je vais vous parler 2 minutes du génocide à Gaza. Je pense que je sais, vous allez me trouver prétentieux, ce que vous ferez toutes et tous le 19 avril à 18h. Vous serez toutes et tous à la MJC. Nous repassons